I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Yacine, que je connais quand même depuis longtemps, puisqu'on s'est rencontrés chez AGF, et qui vient nous parler aujourd'hui, au nom d'AlphaJet, de toutes ces problématiques extra-financières dont il a la charge. Bonjour Paul, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'y participer. Donc, voilà. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est-à-dire que pour nous, c'est aussi important de faire parler les sociétés de gestion avec un an d'existence quand même déjà maintenant, tout comme celles qui sont établies. L'idée pour nous du Coffee Shot, c'est quand même de promouvoir au maximum une vision extra-financière, le partage d'expérience. Donc voilà, c'est parfait que vous puissiez vous aussi, jeune société entrepreneuriale, venir prendre la parole. Alors on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a que 15 minutes. Et la première question, toujours la même, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de AlphaJet et l'extra-financier, depuis quand, peut-être même toi aussi potentiellement, qui a amené cette expertise, depuis combien de temps vous êtes inscrit dans une démarche durable? Écoute, déjà peut-être quelques mots sur AlphaJet for Investor. Tu l'as dit, c'est une société récente, elle a 1 an. Thierry Leclerc, le fondateur, Sébastien Lagarde et moi-même cofondateurs, et Nathalie Ronson nous a rejoint dans le développement, responsable du développement. Pour ce qui est de la démarche extra-financière, clairement, dès le début, dès le lancement du projet, c'était au cœur de notre approche. Ça fait 1 an, mais on a tous plus de 20 ans d'expérience, et à titre personnel, moi, chez mon ancien employeur, GFAM, puis Alliance Global Investor, ça fait 17 ans que je gère des fonds qui ont des problématiques extra-financières. On a géré l'un des premiers fonds, peut-être sur la place parisienne, qui intégrait l'extra-financier dans son analyse. Donc, c'est un sujet qu'on connaît, qu'on commence à vraiment qu'on suit depuis longtemps, tout simplement. Et du coup, chez AlphaJet, ça se concrétise sur, dès le départ, une gamme de fonds qui a été directement durable. C'est quelque chose que vous avez intégré par la suite. Parce que tu disais que c'était dès le début. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est dès le lancement de vos premières souscriptions que vous avez mis l'accent là-dessus? Dès le lancement du projet, on a commencé à y réfléchir. La problématique, c'est, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de mettre en place une première base commune à l'ensemble de notre gestion, quel que soit le niveau d'intégration ESG. Donc là, on va prendre en compte des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, des filtres sur les controverses sévères. Et depuis le début, parce qu'effectivement, ça fait 1 an qu'on travaille aussi en parallèle pour toute la littérature, ça évolue énormément. Les différentes méthodologies, traiter la masse d'informations, voir les informations qui peuvent correspondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Et on arrive à cette deuxième phase, ce deuxième pilier. Pour info, aujourd'hui, on va lancer notre premier fonds impact qui s'appelle AlphaJet Global Impact 360. Et ce deuxième étage dans l'analyse extra-financière s'appelle Impact 360. Et alors, du coup, si on reprend cet Impact 360, est-ce que c'est quelque chose, c'est 360 parce que quelque part, vous avez une vue holistique des 3 critères et l'idée, c'est une sorte d'équipondération, ou est-ce que vous mettez l'accent sur une des sous-composantes de durabilité? Alors, pour nous, Impact 360, tu l'as bien dit, c'est une approche à 360 degrés qui va prendre en considération des critères ESG beaucoup plus poussés que sur le niveau de base, parce que ça concernera principalement les fonds impact, des critères ESG qui vont être complétés par une analyse sur les 17 objectifs de développement durable. D'accord. Donc, je dis compléter parce que ça vient apporter de l'information supplémentaire et ça vient apporter de la granularité. Et effectivement, on va analyser les 17 objectifs de développement durable d'un point de vue global et donc d'un point de vue holistique. On va analyser les produits et les services, l'opérationnel, les impacts positifs et les impacts négatifs afin d'avoir une contribution nette. Voilà. D'accord. Et ça, c'est les deux premières phases, excuse-moi, donc ESG poussé, complété par des ODD. Et le troisième pilier, c'est un pilier de gestion du risque extra-financier avec la mise en place d'un certain nombre de pare-feux.
D'accord. Voilà. Et du coup, là, je comprends, mais c'est déjà ambitieux parce que c'est ce qu'on Ouais. disait, hein, quand on se lance, on a beaucoup de sujets à traiter. Donc là, vous vous lancez directement dans quelque chose d'un peu conséquent comme conceptualisation. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà le recul pour répondre à ma question de la boulette, mais c'est celle qu'on préfère tous. C'est quand on se lance, on fait tous des erreurs. Donc, quelle a été la boulette que vous auriez faite sur l'extra-financier? Alors, je sais pas, est-ce que tu as déjà le recul pour dire, ah, cette chose-là, on n'aurait pas dû la faire comme ça, ou voilà. Est-ce que tu as un retour à faire là-dessus? Écoute, je suis désolé, je suis désolé pour cette question de la boulette, je vais te décevoir. À l'heure actuelle, et pour être totalement clair et transparent, on a longuement travaillé dessus. Je t'ai dit, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Pour l'instant, on n'a pas le recul nécessaire pour t'annoncer la petite boulette qu'on a pu faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le processus, il a évolué et il y a des boulettes qu'on a évitées, notamment, par exemple, c'était de dire: «On est là pour faire de l'impact, mais derrière, notre métier, c'est aussi un métier de gérant de portefeuille, donc de construction d'un portefeuille qui soit cohérent. Et donc, il fallait qu'on aboutisse à un univers hyper filtré, hyper sélectif sur les sociétés les plus vertueuses sur la durabilité, mais un univers avec lequel on puisse construire un portefeuille qui soit cohérent, éviter les biais géographiques, sectoriels, et ça, c'était important. Et on s'en est rendu compte au cours de notre développement et de notre réflexion. Oui. Et pour Ouais, revenir ouais. sur la thématique, est-ce qu'on en met une en est-ce qu'on surpondère un thème par rapport à l'autre? À l'heure actuelle, on surpondère pas. Pour nous, les 3 sont vraiment liés et ont leur importance, D'accord. Ouais, bah, de toute façon, du coup, actuellement. en fait, tu m'ouvres la porte pour que je te réinvite dans un an et que tu nous expliques les boulettes que tu auras fait dans l'année. C'est ce que j'allais te dire: «Invite-moi dans un an» et à ce moment-là, on pourra éventuellement parler des boulettes. D'accord, je comprends. Voilà. Mais alors, du coup, si on devait retenir une spécificité dans la démarche extra-fille d'AlphaJet, ça serait quelle? Ça serait le fait d'avoir cette double casquette, on va dire, euh, un peu mainstream, c'est-à-dire une politique ESG qui s'applique à tous et une surcouche pour les fonds à impact. C'est quoi votre marque de fabrique extra-financière chez AlphaJet? Écoute, si on doit retenir une spécificité, c'est la transparence. Transparence dans la méthodologie, transparence, dans d'autres aspects, les frais, et transparence dans la composition du portefeuille. C'est-à-dire que sur l'ensemble de notre gamme, on peut, si on veut connaître la méthodologie mise en place, tout est vraiment très clair, tout est vraiment détaillé, et en plus de ça, tout est transparent parce que le portefeuille sera visible quasi en temps réel. C'est-à-dire la composition du portefeuille, on l'a en J+2 pour des contraintes réglementaires. Et donc, tous les jours, on peut regarder la composition du portefeuille et voir que les titres qu'il y a en portefeuille correspondent bien à la méthodologie qu'on a mis en place et qui est là, pour le coup, effectivement, voilà. Donc la spécificité, je D'accord. mettrais la transparence. D'accord, en disant que cette transparence, elle contribue à promouvoir de l'extra-fee, puisque du coup, vous n'avez pas à rougir des lignes en portefeuille. L'idée, c'est de pouvoir dire, vous pouvez expliquer chacun des émetteurs qui est présent dans les fonds. C'est des émetteurs que vous avez choisis en connaissance de cause, en ayant fait une analyse extra-financière dessus. Et voilà. Et donc, on connaît la méthodologie extra-financière et on voit pourquoi le titre, effectivement, est en portefeuille ou ne l'est pas. D'accord. Et ça, quelque part, c'est quelque chose, c'est une volonté initiale de votre projet, ou c'est quelque chose qui est venu à force de confrontation avec vos clients, vos investisseurs? Non, c'était à l'initiative du projet. Notre slogan, c'est la gestion active en toute transparence. Donc, on est spécialiste dans la gestion active sur les actions cotées, et voilà. Et donc, on voulait apporter des éléments disruptifs, et il y en a, on ne va pas les citer, c'est pas l'objet, et notamment cette notion de De vraiment transparence. ouvrir être le plus transparent, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Et l'exemple le plus concret, je n'ai pas d'exemple, moi, sur la place parisienne, de sociétés de gestion qui diffusent leur ligne à ligne en quasi temps réel. Voilà. Ouais. Et du coup, sur toute cette démarche extra-financière, quand on lit cette transparence, euh, alors ça rejoint ma dernière question qui va être comment tu vois l'avenir de notre domaine extra-financier, de l'AM et de l'ESG quelque part dans les années à venir, mais ça rejoint un petit peu ça, c'est est-ce que cette transparence, parce que cette transparence à votre niveau à vous, elle est compliquée aussi à maintenir quand on voit l'opacité, entre guillemets, des fournisseurs de données. Alors,
pas forcément une opacité au sens méthodologique, parce qu'elles sont assez compliquées et elles sont disponibles, mais je veux dire, on se base sur de la donnée qui a été déclarée, donc de la donnée déclarative de la part des émetteurs, qui a été collectée par des organismes de market data provider, hein, MSCI, Vigeo, peu importe, et ensuite que vous pouvez récupérer, que vous allez pouvoir analyser. Est-ce que quelque part, ça crée pas est-ce que c'est pas un problème pour votre souhait de transparence de dire que quelque part, malheureusement, vous, les données que vous récupérez en amont, elles sont un petit peu opaques? Là, je ne parle pas des lignes à ligne, hein, je parle vraiment des Oui, données. je comprends, oui, oui, mais c'est hyper intéressant et aujourd'hui, c'est peut-être la problématique. D'ailleurs, l'AMF l'a soulevé récemment en disant va falloir faire peut-être un peu plus de contrôle sur ces providers de données. Nous, on est une société jeune, 1 an d'existence, mais on s'appuie sur un provider qui est leader sur son marché, c'est MSCI pour le citer. Ils travaillent avec plus de 200 analystes extra-financiers. Ils font un travail énorme, les erreurs sont possibles, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on a énormément d'interactions. Tu parlais de méthodologie extra complexe, mais totalement transparente, donc on s'y appuie pour. Et, euh, et nous, on les sollicite. Moi, je les ai sollicités peut-être une dizaine de fois, voire plus, pour essayer de comprendre pourquoi il y a tel chiffre, pourquoi on est là. Et à chaque fois, quand même, il y a un retour de leur part pour nous expliquer la procédure. Mais effectivement, c'est peut-être l'un des points un peu, mais d'un point de vue plus global, ces providers de données et les données, est-ce qu'elles sont totalement fondées et voilà. Donc, il y a peut-être une petite zone d'ombre, mais c'est propre à tout le monde. D'accord. Et du coup, Voilà. alors, qu'est-ce que c'est pour toi l'avenir là dans les quelques années à venir, à moyen terme, ou même si tu as une vision long terme, pour toi, qu'est-ce que ça va être quel chemin va prendre l'extra-financier, l'investissement durable? Écoute, tu étais bien placé pour le savoir. En 20 ans, ça a évolué, mais d'une manière phénoménale et ça continue vraiment à vitesse grand V. Là, on a eu la taxonomie verte sur l'environnement, on va l'avoir sur le social. Pour moi, à moyen terme, on en parlait juste avant, ça va être peut-être harmoniser toutes ces méthodologies afin de pouvoir comparer des fonds entre eux. Et avec des providers différents, on pourrait avoir des fonds à température différente et puis on n'a pas de comparaison possible. Donc cette harmonisation est importante. Je pense qu'au niveau réglementaire, imposer aux sociétés de publier des données, plus de données extra-financières, à moyen terme, ça va être nécessaire, un contrôle sur les providers, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment ces 2 points qui sont importants à moyen terme. Mais à long terme, en fait, à long terme, vu l'importance que ça prend, ça sera totalement intégré dans l'analyse fondamentale des sociétés, pour moi. Et ça, voilà, c'est le chemin que ça prend. Mais à moyen terme, là, il y a quand même des gros chantiers à mettre en place pour que tout le monde, les professionnels, les non professionnels puissent s'y retrouver. Parce qu'effectivement, c'est d'une complexité Alors, moi, importante. j'ai une interrogation. Donc, bon, on est membre de Finance for Tomorrow, et notamment, on a tout un pilier sur la partie formation, parce que je pense que tu l'as dit, si on veut que l'extra-financier devienne une matière core de l'analyse Mm. financière, enfin du métier d'analyste, il faut le réintégrer dans les formations, ça c'est important. Mais moi, je me pose plus la question de dire, on a des capacités technologiques aujourd'hui qui accroissent, qui vont nous permettre d'avoir de plus en plus d'indicateurs. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est déjà compliqué, il y a déjà un monceau d'informations disponibles, alors déclaratif pour partie. Moi, je me demande dans quelle mesure ça va pas être un système de disruption de notre industrie et de dire, OK, mais qui va être capable aujourd'hui de gérer de plus en plus de données, de points de données différents, faire évoluer ses méthodos, etc. Est-ce que tu penses que ça peut être une préoccupation dans les années à venir ou tu penses que ça, c'est à beaucoup plus long terme et finalement, on va se recentrer sur quelques critères communs à tous? Écoute, là, c'est la préoccupation, ça risque de continuer. C'est une masse juste énorme de données qui sont fournies. On est vraiment dans la construction, avant que ça se solidifie. Donc ça bouge, ça évolue jusqu'à arriver à une certaine stabilité. Et à long terme, pour moi, effectivement, on aura des indicateurs qui sont communs,
des fournisseurs de données qui donneront ces indicateurs communs. Peut-être qu'il y aura des évolutions et puis ça sera réparti, mais ça peut pas continuer comme ça à accroître exponentiellement la donnée, parce qu'à un moment, c'est bien beau d'avoir de la donnée, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir la gérer, pouvoir la traiter et pouvoir, afin de voir les objectifs et pas avoir des messages contradictoires en fonction de la donnée qu'on va prendre. Donc Ouais, effectivement, oui, là, c'est très mouvant, mais on va très vite arriver à quelque chose qui va très vite, non, à moyen long terme, quelque chose qui stabilise pour pouvoir avoir des fondements et pouvoir l'intégrer dans l'analyse fondamentale. Oui, je vois la chose comme ça à long terme. eh ben, écoute, merci beaucoup Yacine pour ton témoignage. On va s'arrêter là. Tout le monde va Merci. pouvoir retourner faire un café avant d'aller en réunion. Eh bien, écoutez, je vous dis à tous bonne semaine et on se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouveau Coffee Shot. Au revoir. Merci beaucoup, Paul. Au revoir. Très bonne journée.